Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Institut National Genevois. J'ai le grand plaisir d'accueillir et de présenter ici Grégoire Bron, qui enseigne, qui est assistant à la faculté de droit, dans l'histoire du droit à l'Université de Genève, et qui est également attaché en tant que postdoctorant à l'Université de Neuchâtel, qui a soutenu sa thèse l'année dernière, en 2013, sur une thématique qui touche de près celle d'aujourd'hui, et dont le titre est « Révolution et nation entre le Portugal et l'Italie, les relations politiques luso-italiennes des Lumières à l'international libéral de 1830 ». Grégoire Bron est donc véritablement un spécialiste de cette période, des relations internationales et de l'Italie notamment, qui va faire l'objet de la conférence de ce soir, donc la restauration italienne et le Risorgimento. Je vais m'arrêter là et j'ai le grand plaisir de vous céder la parole. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis très honoré de parler à l'Institut National Genevois ce soir et je tiens donc en particulier à remercier Rederman de m'avoir invité à prononcer cette conférence. Je lui ai proposé d'aborder dans le cadre de ce cycle de conférences consacré à la période de la Restauration de 1814-1815, je lui ai proposé d'aborder le cas des États italiens, qui me semblait intéressant d'une part en soi, et d'autre part parce que ça a été pendant longtemps l'un des principaux exemples, une des principales incarnations du caractère réactionnaire qui a longtemps été attribué d'une façon unanime à cette période qui s'ouvre après la chute de Napoléon. Alors ça a été d'une façon particulièrement forte dans le cas italien parce que précisément la période de la Restauration s'est opposée et a mis un frein puissant au mouvement du révolutionnaire libéral et national italien, c'est-à-dire au mouvement du Risorgimento qui aboutit en 1861 par l'unification de la péninsule sous le sceptre de la Maison de Savoie et donc par la fondation du Royaume d'Italie. Cette interprétation réactionnaire, cette interprétation de la Restauration comme un bloc réactionnaire qui ferme la parenthèse révolutionnaire et qui tente de revenir à l'ancien régime, a été largement héritée des contemporains même et des acteurs du Risorgimento italien, comme l'illustre ce tableau d'un des principaux peintres patriotes italiens, Francesco Hayez, qui symbolise le regard douloureux de cette femme éplorée qui symbolise donc l'Italie, émue par attristée par le sort malheureux dans lequel elle retombe après le tableau de 1851, après les révolutions de 1848, qui sont une façon de remettre en cause précisément l'ordre italien de 1815. Néanmoins, cette interprétation, alors c'est le caractère conservateur des régimes qui sont établis en 1815 en Italie, ne doit pas être nié ni remis en question. L'historiographie a depuis une trentaine d'années revu un peu l'interprétation générale de cette période pour le mouvement italien et pour plus généralement la connaissance de la péninsule italienne à cette période et propose désormais une interprétation un peu plus nuancée sur les régimes qui sont établis en Italie par le Congrès de Vienne. C'est ce que je vais essayer de vous montrer par mon exposé de ce soir, que si les régimes qui sont instaurés en Italie en 1815 sont bien conservateurs, ils ne constituent que dans une partie extrêmement minime un retour à l'ancien régime, et qu'on peut donc on peut en faire une présentation un peu plus nuancée. Mon propos se déroulera en trois points. J'aborderai dans un premier temps l'Italie dans l'Europe du Congrès de Vienne, c'est-à-dire les résolutions du Congrès de Vienne par rapport à l'Italie. J'aborderai ensuite le problème des régimes italiens de la Restauration, avant de tenter de vous dire quelques mots de l'opposition à ces régimes italiens restaurés, et j'essaierai de centrer l'attention sur le poids, l'importance que Genève comporte pour la formulation et l'émergence de ce mouvement du Risorgimento. Alors, à la chute de Napoléon, la péninsule italienne est l'une des régions d'Europe qui a été soumise le plus longtemps à la domination française
et dont la carte politique a été le plus profondément modifiée. À la veille de l'entrée dans la péninsule des troupes du Directoire, commandées par le jeune général Bonaparte en 1796, l'Italie est morcelée en une multiplicité d'États aux institutions très différentes. Donc, on trouve encore 4 républiques aristocratiques, celle de Venise au nord, celle de Gênes ici, la petite république de Lucques, et enfin la république de Saint-Marin. Ce sont des restes de l'ère communale italienne du Moyen-Âge. On trouve évidemment cet État à la configuration particulière et sans comparaison en Europe qu'est l'État du Pape, qui s'étend des provinces de Bologne, Ferrare, Ravenne et Forlì à Rome, et qui donc est une monarchie absolue mais élective et théocratique. Et le reste de la péninsule est divisé et composé de monarchies absolues, le royaume de Piémont-Sardaigne sous la maison de Savoie, le duché de Milan qui entre dans l'escarcelle des domaines héréditaires des Habsbourg au XVIIIe siècle, les Habsbourg qui contrôlent également le grand-duché de Florence, de Toscane, où gouverne un prince de la maison, un prince d'une branche cadette de la maison des Habsbourg. Et les Habsbourg contrôlent également par des alliances matrimoniales le duché de Modène ici, qui est gouverné par la dynastie d'Este, et dynastie d'Este qui est elle-même apparentée avec la duchesse souveraine du petit duché de Massa et Carrare, à la limite là, de la Ligurie et de la Toscane. Enfin, dans les deux autres États qui restent, c'est-à-dire le duché de Parme et le royaume de Naples, le royaume des deux Siciles, sont établies des branches cadettes de la maison des Bourbons d'Espagne. Alors à l'échelle européenne, tous ces États sont faibles et s'effondrent absolument, sont presque la moindre résistance à partir de 1796 face au déferlement des troupes républicaines et impériales françaises qui bouleversent la péninsule en 3 vagues successives. Alors je vous épargne les détails de la chronologie et des différentes modifications qu'entraînent ces 3 vagues d'invasion, mais à partir de 1810, toute la péninsule est intégrée au système français et régie par des institutions calquées sur celles de l'Empire. Les seules terres italiennes qui se soustraient encore à la domination de Paris sont les 2 grandes îles de Sardaigne et de Sicile, où se sont réfugiés les princes détrônés de Piémont-Sardaigne et du royaume de Naples. Se sont réfugiés du reste sous la protection de la flotte britannique. Donc la domination française sur l'Italie continentale opère une radicale simplification territoriale de la péninsule, divisée à partir de 1810 en seulement 5 États, mais principalement 3. Le royaume de Piémont, la République de Gênes, le duché de Parme, la Toscane, l'Ombrie et le patrimoine de Saint-Pierre, c'est-à-dire le Latium, sont simplement annexés à l'Empire français et divisés en départements. Au sud, le royaume de Naples, le plus important État italien d'Ancien Régime, conserve ses frontières, même s'il est amputé de la Sicile, où sont établis les Bourbons exilés. Le royaume de Naples est envahi par la France en 1806 et il est gouverné pendant 2 ans par Joseph Bonaparte, puis à partir de 1808 et jusqu'en 1815 par le beau-frère de Napoléon, le général Murat. Napoléon prend place également sur le trône de la petite principauté de Lucca e Piombino, c'est-à-dire là et là, sa sœur Elisa Bacciocchi, et Napoléon prend également le titre de roi d'Italie et gouverne l'État constitué par la réunion de l'ancienne Lombardie autrichienne, de la République de Venise, du Trentin, de la Valteline ici, de la région nord de l'État du Pape, la région de Bologne, de Ravenne, de Forlì et de Ferrare, sur le duché de Modène et enfin sur les Marches. Et enfin, dernier État qui reste, mais ce royaume, donc Napoléon est le roi d'Italie, mais le royaume est en réalité gouverné par un vice-roi qui est son beau-fils, le prince Eugène de Beauharnais. Enfin, le dernier État, le 5e État de cette Italie napoléonienne, reste la petite, voilà, par ici, République de Saint-Marin, qui conserve ses institutions et son indépendance pendant tout l'Empire.
Telle est donc la situation politique de la péninsule au moment de la chute de Napoléon. Pièce essentielle du système impérial, l'Italie va devoir être réorganisée par les puissances victorieuses lors du congrès de Vienne en particulier, mais la question se pose comment ? Pour les grandes puissances qui cherchent à établir un règlement continental garantissant la paix par l'équilibre satisfait des 5 principales monarchies européennes, la question italienne est une question particulièrement épineuse. En effet, la péninsule constitue, depuis le début de l'époque moderne, l'un des principaux terrains d'affrontement militaire entre la France et le Saint-Empire romain germanique. Même quand ils ne s'y combattent pas par les armes, ces deux puissances cherchent également en temps de paix à y affirmer leur influence en contractant des alliances avec les princes italiens ou en plaçant des membres de leur famille sur les différents trônes vacants. C'est donc un terrain traditionnel de guerre entre la France et l'Autriche, et les Habsbourg, disons, mais l'Italie en 1815 est également au centre d'une Méditerranée qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, mais surtout depuis la période napoléonienne, enfin la période révolutionnaire et française, est devenu un important espace géostratégique lié au contrôle du détroit de Suez. La France et l'Angleterre se disputent cet espace, mais la Russie tente également d'y prendre pied. Et pendant la période napoléonienne, alors que l'Angleterre accentuait sa domination sur la Méditerranée, la Russie et la flotte russe étaient également présentes dans cet espace et intervenaient également en Italie en contribuant au refoulement des troupes françaises en 1799 lors d'une première offensive austro-russe contre les troupes françaises et en 1814 également. Ainsi, en 1815, à part la Prusse, toutes les grandes puissances sont intéressées à la péninsule italienne et ce sont elles, entre elles, qui décident de son sort lors du congrès de Paris et surtout lors du congrès de Vienne. Alors, lors du règlement de la question italienne à la chute de Napoléon, il est une solution qui est d'emblée écartée, donc en 1815, et c'est celle de faire de la péninsule un seul État qui s'étendrait sur tout le territoire. Ce serait sacrifié au principe révolutionnaire de la souveraineté nationale, qu'aucune puissance n'accepte de promouvoir ou de défendre en 1815. En outre, bien que les sentiments nationaux aient en effet connu un spectaculaire développement pendant la période française et napoléonienne, révolutionnaire et napoléonienne, ces sentiments restent très minoritaires et se cantonnent d'une façon générale à des cercles d'anciens révolutionnaires, les jacobins italiens, politiquement disqualifiés à la Restauration. Bref, lors du congrès de Vienne, l'Italie n'est considérée, selon le mot de Metternich, que comme une expression géographique. Mais dans cette expression géographique, il n'est pas tout à fait admis d'emblée non plus que les princes d'ancien régime doivent être restaurés. Aussi, si la solution unitaire, qui n'est ni réclamée ni envisagée, est écartée, le problème reste entier. Que faire de la péninsule? Face aux intérêts contradictoires des grandes puissances, ce sont l'Autriche et l'Angleterre, militairement dominantes dans l'espace italien, qui déterminent le sort de l'Italie. La Russie, probablement dans le but d'y affirmer son influence, avance tant timidement la proposition de conserver un trône pour Eugène de Beauharnais dans le nord de l'Italie, proposition rapidement écartée, que la Russie ne peut pas tellement faire valoir non plus, parce qu'elle est trop éloignée de la péninsule, parce que ses troupes n'ont participé que d'une manière extrêmement marginale à la victoire des Alliés en 1814 en Italie, et enfin parce que sa diplomatie, malgré ses tentations méditerranéennes, est plus occupée par les problèmes de la Pologne et de la Saxe que par ceux de l'Italie. La France, vaincue par les armes, ne peut prétendre à rien du tout dans la péninsule, où son influence est au contraire combattue d'une façon résolue par l'Angleterre et l'Autriche. C'est donc une bipartition, l'Angleterre et l'Autriche s'appuient mutuellement pour prendre possession, pour asseoir leur domination sur l'espace italien. L'Angleterre assoit sa domination sur la mer, sur les mers italiennes. Elle obtient notamment non seulement le refoulement de la flotte russe hors de la Méditerranée, mais également l'attribution, elle s'attribue plutôt l'archipel de Malte, qui est ainsi soustrait à ce souverain d'ancien régime qui était le roi de Naples.
Et elle s'établit également sur les îles ioniennes, c'est-à-dire Corfou et son archipel, ancien territoire vénitien sous l'Ancien Régime, que les Russes avaient occupé pendant un court instant, pendant une courte période, pendant l'Empire. Aussi, malgré les désirs d'expansion méditerranéenne que caressent aussi bien la France, la Russie et même l'Autriche parmi les grandes puissances, et le Piémont-Sardaigne et le royaume de Naples parmi les États italiens restaurés, la puissance de la flotte britannique, qui a contribué militairement à la défaite des Français en Italie centrale et en Ligurie, permet à l'Angleterre d'asseoir sur la Méditerranée une domination qui n'est pas contestée en 1815. Sur le territoire continental, en revanche, c'est l'Autriche qui est en position de force. Elle a fourni l'essentiel de l'effort de guerre contre Napoléon en Italie. Elle y a été directement lésée par la perte du Milanais et la perte de son contrôle indirect sur la Toscane et sur le duché de Modène. En outre, elle est directement menacée en Italie par une éventuelle reprise expansionniste de la France que le Congrès de Vienne tente précisément de conjurer. En conséquence, lors du règlement européen de 1815, l'Autriche, grâce à l'appui qu'elle trouve dans le cabinet britannique du conservateur Castlereagh, obtient des autres grandes puissances qu'elles acceptent le passage de toute la péninsule sous son contrôle, où elle impose l'ordre conservateur qui, selon Metternich, pourra seul garantir la paix sur le continent. Mais si elles reconnaissent à Vienne la suprématie sur le territoire italien, les autres grandes puissances s'appliquent également à ce que cette suprématie ne devienne pas hégémonique. C'est la raison pour laquelle Londres, Paris et Saint-Pétersbourg interviennent lors des négociations pour renforcer contre les appétits autrichiens les trois États principaux restaurés dans la péninsule, c'est-à-dire le Piémont-Sardaigne, le royaume de Naples et les États du Pape. C'est même uniquement avec l'appui de la diplomatie de ces trois grandes puissances, ou de l'une d'elles, que quelques rares revendications des gouvernements italiens sont satisfaites dans un règlement qui est décidé sans que les princes italiens restaurés ou leur gouvernement ne soient consultés. Voilà donc la carte de cette Italie du Congrès de Vienne. L'Autriche renforce d'abord sa position dans le nord de la péninsule. Elle y récupère le duché de Milan, qu'elle occupait déjà au XVIIIe siècle, là, auquel elle adjoint tout le territoire de l'ancienne République de Venise, à part les îles ioniennes. Ce renforcement de la position de l'Autriche lui permet d'établir une continuité territoriale inexistante au XVIIIe siècle entre ses terres autrichiennes et ses possessions italiennes, ce qui est nécessaire et pratique pour pouvoir convoyer des troupes le plus rapidement possible à la défense d'un territoire italien qu'elle n'avait pas tellement pu défendre précisément en 1796. Mais la non-restauration de la République de Venise correspond également à l'orientation monarchique et conservatrice de l'ordre européen établi en 1815. Les institutions républicaines sont presque annulées, abolies en Europe, à part quelques rares exceptions. La seule exception en Italie restera la République de Saint-Marin, probablement, alors je ne sais pas exactement pourquoi, elle n'est pas remise en cause, mais probablement parce qu'elle est tellement minuscule et qu'elle est enclavée dans le territoire pontifical, de sorte que les grandes puissances n'y voient pas un problème, une question internationale, c'est un problème qui doit concerner le pape. Alors, à part la République de Saint-Marin, la République de Venise, on l'a dit, est annexée par l'Autriche, enfin son territoire est annexé par l'Autriche, la République de Lucca, de Luc ici, est transformée en duché, tandis que la quatrième grande, et la plus importante avec Venise, qui était la République de Gênes, est annexée au royaume de Piémont-Sardaigne. Et ce, malgré l'appui qu'elle avait trouvé de la part de l'Angleterre pour sa reconstitution. Dans un premier temps, en 1814, la République de Gênes est reconstituée. L'ancien doge, le dernier doge, est rappelé à la tête du gouvernement, mais lors du congrès de Vienne, cette République est annexée au royaume de Piémont-Sardaigne. Le but est à cet égard de renforcer l'État piémontais face à la France, de façon à créer, comme la Suisse, un État tampon entre la France et les autres grandes puissances. Mais l'Autriche craint malgré tout la faiblesse de cet État même augmenté de la Ligurie,
et tente de renier le territoire piémontais en prétendant annexer également les provinces du Haut-Navarrais et et la rive droite du Tessin pour contrôler le Simplon, qui est devenu, pendant l'Empire, la très importante route militaire par laquelle les troupes françaises peuvent arriver le plus rapidement de Paris à Milan. Face à ces prétentions autrichiennes, le gouvernement turinois ne parvient à résister qu'avec l'appui décidé de Paris et de Londres, farouchement opposé à l'idée de ne faire du Piémont qu'un État complètement vassalisé par l'Autriche. Vienne voudrait également asseoir sa domination sur le royaume des deux Siciles. En 1814, l'Autriche est ainsi prête à sacrifier les Bourbons de Naples et à les cantonner sur leur île. Elle conclut une alliance avec Joachim Murat, roi napoléonien de Naples, qui, pour tenter son trône, entre en guerre contre Napoléon aux côtés des Autrichiens. Cette alliance est évidemment de courte durée. Dès 1815, l'Autriche lâche le roi Murat en raison de la pression diplomatique de la France de Louis XVIII et de l'Angleterre. La France est soucieuse de replacer sur le trône, l'Angleterre est soucieuse de replacer sur le trône napolitain la dynastie des Bourbons de Naples, qu'elle a protégée et largement dominée en Sicile depuis 1806, même depuis plus tôt en réalité. L'autre, la France, prétend défendre le principe de légitimité pour replacer un Bourbon sur le trône de Naples, avec lequel la France pourrait renouer, comme au XVIIIe siècle, un pacte de famille et établir une alliance entre tous les différents souverains de la monarchie de Bourbon. Alors l'Autriche tergiverse un peu, envisage différentes solutions, mais se résout finalement à accepter le retour des Bourbons de Naples sur leur trône continental. Elle leur impose cependant un traité d'alliance offensive et défensive, et elle obtient de leur part l'engagement à ne pas modifier les institutions absolutistes de leur monarchie. Donc quand même une intervention autrichienne forte en faveur de l'absolutisme. Enfin, Metternich et son gouvernement sont également prêts, en 1814, à supprimer définitivement de la carte le pouvoir temporel du pape et à annexer purement et simplement les États pontificaux à l'Empire d'Autriche. Mais leur manœuvre est prise de court par le cardinal Pacca, un des proches collaborateurs de Pie VII, du pape, chef de file, donc le cardinal Pacca, le chef de file du clergé le plus réactionnaire de la curie, parmi les curies, et il proclame dès le mois d'avril 1814 la souveraineté, la restauration de la souveraineté du pape sur le patrimoine de Saint-Pierre, sur le Latium, sur l'Ombrie ici et sur les Marches. Le sort des Romagnes, en revanche, n'est pas immédiatement tranché parce que l'Autriche voudrait les annexer. Donc les Romagnes, c'est les provinces de Bologne, Ravenne, Forlì et Ferrare. Vienne voudrait donc les annexer. Il faut toute l'habileté diplomatique du Premier ministre, du secrétaire d'État du pape, le cardinal Consalvi, décidément appuyé par la France catholique, mais également par la Russie orthodoxe et par l'Angleterre protestante, pour faire plier Metternich et obtenir la réintégration de ces provinces dans le giron de l'État pontifical. L'Autriche obtient cependant le droit de tenir garnison, si elle le juge nécessaire, dans les citadelles de Ferrare et Comac, qu'on ne voit pas ici, mais qui sont à la frontière pontificale. Sur le reste de la péninsule, en revanche, le gouvernement autrichien obtient sans difficulté ce qu'il réclame. Un frère de l'empereur est rétabli sur le trône du Grand-Duché de Toscane. Le duché de Modène retrouve son souverain légitime, le duc François IV d'Habsbourg-Est, qui est également un archiduc autrichien par sa mère, ou par sa grand-mère. Dans le petit-duché de Massa et Carrara, la souveraineté de la duchesse Marie-Bénédicte de Cibo-Este est restaurée, mais ce petit État, ici, ce petit État est destiné à disparaître à la mort de sa souveraine, qui adviendra en 1829. Il passera alors sous la souveraineté du fils de cette dernière, c'est-à-dire le duc de Modène. Enfin, malgré les protestations des Bourbons de France, de Naples et d'Espagne, le duché de Parme est réservé à titre personnel à l'archiduchesse Marie-Louise, femme de Napoléon, en dédommagement de sa perte du titre d'impératrice des Français. Les Bourbons de Parme sont encore ainsi placés en 1815 sur le trône du minuscule duché de Lucques, et ils ne retrouveront leur état parmesan qu'à la mort de Marie-Louise.
ce qui entraînera alors la fin de l'indépendance lucquoise et l'intégration de ce petit État à la Toscane. Ainsi, si l'Autriche acquiert en 1815 le contrôle de toute la péninsule, l'Angleterre, la France et la Russie se sont engagés à en diminuer l'hégémonie en intervenant au secours des trois principaux États italiens restaurés. La carte politique de l'Italie telle qu'elle est négociée à Vienne n'est ainsi pas le résultat d'une politique idéologique fondée sur le principe de légitimité dynastique. Elle ne rétablit pas l'ancien régime dans son intégrité et le Congrès de Vienne n'a fait strictement aucun cas des revendications des princes restaurés, leurs représentants dans la capitale autrichienne, et qu'ils soient en général très bien accueillis parce que ce sont des personnages très bien introduits dans le monde, et font en général très bonne impression, mais leurs représentants ne sont que poliment conviés à ratifier ce qui a été décidé sans eux. Le nouveau droit public européen établi sur les ruines de l'Empire napoléonien et fondé sur l'entente des 5 grandes puissances marginalise ainsi complètement les États italiens sur la scène diplomatique internationale. Ceux-ci n'arrivent à jouer des antagonismes entre les 5 grands pour obtenir satisfaction de leurs revendications que sur des points extrêmement mineurs. Mais la plupart du temps, les grandes puissances s'entendent entre elles à propos de la question italienne et imposent leurs décisions aux diplomates italiens qui doivent se soumettre. C'est le cas à propos de la cession de communes savoyardes à Genève, pour en favoriser le cantonnement et l'entrée dans la Confédération. Dans cette circonstance, le principe de la cession est décidé par les grandes puissances après consultation des Genevois, mais sans consultation du roi du Piémont. Et les grandes puissances ne laissent à Turin que le soin de négocier les détails de cette cession avec les Genevois, et en particulier avec Pictet et Rochemont, ce qui aboutira au traité de Turin de 1816. Alors les gouvernements italiens ressentent vivement leur marginalisation dans les relations internationales telle qu'elle est organisée par le Congrès de Vienne. Le cardinal Gonsalvi, donc le représentant du pape dans la capitale autrichienne, et qui pourtant fait l'admiration, son habileté diplomatique fait l'admiration de tout le monde, cardinal Gonsalvi donc refuse de ratifier l'acte final du Congrès de Vienne. Il n'est pas question pour le pape de se lier par un traité de droit international qu'il n'a pas été invité à négocier. De sorte que l'État pontifical est l'un des rares États européens à ne pas reconnaître officiellement l'ordre de Vienne. À Turin, le roi Victor Emmanuel Ier ne cache pas son hostilité à l'Autriche, tandis que le gouvernement napolitain, qui se soumet d'une façon beaucoup plus docile, ne manque cependant pas de cultiver assidûment son alliance avec l'Angleterre pour tenir tête à l'Autriche. Ça le pousse même à conclure en 1816 un traité de commerce extrêmement défavorable avec Londres, mais qui lui donne un peu plus de marge de manœuvre face à la pression autrichienne. Les inquiétudes et la mauvaise humeur que la prépotence autrichienne dans la péninsule provoque parmi les cours restaurées les conduit, surtout celle du Piémont-Sardaigne, à s'opposer résolument au projet de Ligue italienne, Ligue des princes italiens, que l'Autriche cherche à établir sur la péninsule pour la placer définitivement sous son contrôle, comme elle l'a fait en Allemagne avec la Confédération germanique. Le règlement de la question italienne en 1815 constitue l'un des maillons les plus faibles de l'œuvre du Congrès de Vienne. Le Congrès de Vienne est donc négocié avec la volonté de garantir la paix sur le continent en satisfaisant les 5 grandes puissances de façon à ce qu'elles ne se fassent pas la guerre. En effet, l'Italie reste une région où les intérêts des grandes puissances se confrontent, et si le passage de toute la péninsule sous le contrôle de l'Autriche bloque ces antagonismes, il ne les annule pas. Région d'Europe où le règlement de 1815 n'arrive pas à satisfaire les intérêts de toutes les grandes puissances, l'Italie reste en outre morcelée en plusieurs États, dont les 3 principaux sont insatisfaits par le sort qui leur est réservé par le Congrès de Vienne. Et évidemment par leur mise sous tutelle diplomatique de la part des grandes puissances, qu'ils chercheront souvent à secouer. Le règlement de 1815 laisse ainsi persister dans la péninsule des États, certes faibles, mais tous assez indépendants pour vouloir développer une politique extérieure alternative. Aussi n'est-ce pas une surprise si c'est également dans la péninsule italienne que l'ordre européen établi lors du Congrès de Vienne trouvera son tombeau entre 1859 et 1861.
La diplomatie particulièrement habile du comte de Cavour saura jouer sur de l'antagonisme entre la France et l'Autriche pour obtenir l'unification de la péninsule et la fondation du royaume d'Italie. Entre-temps, cependant, l'Autriche saura maintenir sa domination sur la péninsule et empêcher tout mouvement révolutionnaire de remettre en cause le règlement de 1815. Elle aura bénéficié à cet égard non seulement de la faiblesse réelle des États italiens, mais également du fait que, jusqu'en 1848, ceux-ci, malgré la mauvaise humeur que suscite leur soumission à Vienne, craignent quand même plus le libéralisme et la révolution que l'Autriche. Ce qui m'amène à mon deuxième point, consacré aux régimes italiens de la Restauration. Donc en 1815, les souverains restaurés sont plutôt bien accueillis par leurs sujets, mais ils se trouvent néanmoins face à des États qui ont beaucoup changé depuis qu'ils les ont quittés à des dates variables entre 1796 et 1810. Région d'Europe où la domination française a été l'une des plus longues et continues, l'Italie est également l'une de celles où la législation française a planté ses racines les plus profondes, malgré évidemment des variations en fonction de la date de l'entrée des différents territoires italiens dans l'escarcelle de Paris. Partout, les biens du clergé et d'une partie de la noblesse ont été nationalisés et mis en vente. Partout, la féodalité a été abolie et l'égalité de tous devant la loi proclamée. Partout ont été implantées les structures de l'État centralisé et rationnel, fondées sur l'égalité, sur une justice moderne, sur une administration symbolisée par les préfectures et sur un contrôle policier et militaire, symbolisé par la gendarmerie, qui sont extrêmement efficaces. Enfin, partout, au niveau des institutions politiques, l'exécutif gouvernemental s'est imposé aux autres pouvoirs. On a des pouvoirs, des régimes napoléoniens extrêmement autoritaires, dont le pouvoir exécutif est la pièce centrale, la pièce principale. Aussi, à la fin de l'Empire, si l'Italie n'est pas unifiée politiquement, elle est entièrement régie par des institutions similaires, à part évidemment sur les deux grandes îles de Sicile et de Sardaigne, où le poids de la société par ordre et des institutions d'Ancien Régime restera beaucoup plus lourd pendant le XIXe siècle, sera finalement aboli que assez tardivement dans les années 1840, du moins théoriquement, parce qu'après, dans l'application, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Confrontés à ces changements profonds, les souverains qui trouvent ou retrouvent leur trône entre 1814 et 1815 sont tiraillés entre deux politiques, appuyées chacune par des groupes ou des réseaux d'influence différents. D'un côté, l'une des possibilités, c'est évidemment la revanche, l'épuration systématique et l'effacement de toutes les traces de la période française pour restaurer dans son intégralité l'Ancien Régime. L'autre possibilité, c'est de conserver l'héritage napoléonien qui offre d'innombrables avantages au pouvoir puisqu'il est fondé sur un principe d'autorité et de contrôle, mais aussi sur un principe d'efficacité administrative et de rationalité qui répondent aux aspirations de larges pans de la société, des élites sociales italiennes depuis du reste du XVIIIe siècle. Or, ces innovations de la période française ont, dans une large mesure, réalisé précisément les objectifs qu'avaient poursuivis les dynasties du XVIIIe siècle dans leur période de despotisme éclairé, même si, évidemment, elles les avaient poursuivis avec une intensité variable et surtout avec des succès extrêmement inégaux et en général assez nuls. C'est la raison pour laquelle, d'une façon générale, les monarchies italiennes de la Restauration finiront toutes par conserver ou rétablir une large partie des institutions napoléoniennes et par développer un modèle dit de monarchie administrative qui repose sur la toute-puissance de l'exécutif, appuyé sur une administration centralisée, efficace et rationnelle, qui s'effectue du reste au détriment des corps de la société, des corps constitués de la société d'Ancien Régime, comme la noblesse en particulier. Ce modèle de monarchie administrative leur permet de récupérer à leur avantage les institutions, de récupérer les avantages des institutions napoléoniennes, tout en invoquant l'hérédité des politiques dynastiques que leur même dynastie avait poursuivies au XVIIIe siècle. Mais l'arrimage des différentes monarchies italiennes à ce modèle
constitue un processus qui ne s'effectue pas du jour au lendemain, de sorte que dans la situation de 1814-1815, situation de changement de régime, l'établissement des gouvernements restaurés dans les différents États présente toute une gamme de dosages entre retour à l'ancien régime et conservation de l'héritage napoléonien. C'est certainement à Naples que l'héritage napoléonien est conservé de la façon la plus intégrale. La monarchie bourbonienne restaurée confirme en effet toute l'œuvre de codification législative et administrative napoléonienne. La seule modification apportée est la suppression du divorce, sinon le code civil est conservé dans son intégralité. Tout le réseau des préfectures est conservé, ainsi que la gendarmerie et l'organisation judiciaire. L'abolition de la féodalité et l'égalité devant la loi sont confirmées, tandis que la vente des biens nationaux n'est pas remise en cause. Seuls quelques couvents retrouvent leurs terres confisquées dans la mesure où elles n'ont pas été vendues. Mais les problèmes des rapports entre l'Église et l'État restent pendants en 1814 et ne seront tranchés qu'en 1818 par un concordat avec le pape, concordat extrêmement désavantageux à la couronne napolitaine, puisqu'il rétablit un grand nombre de couvents, il rétablit les tribunaux ecclésiastiques et ne consacre que quelques rares avantages à Naples, au souverain de Naples, comme celui du jurement de fidélité qui était exigé des évêques nouvellement nommés. Donc non seulement les innovations institutionnelles et législatives de la période française sont fondamentalement conservées dans le royaume de Naples, mais en plus, l'œuvre de centralisation et de modernisation et de renforcement de l'État est poursuivie par les premiers gouvernements bourboniens, et en particulier par ceux dirigés par le prince Luigi de' Medici, qui est le premier ministre napolitain presque sans interruption jusqu'en 1830. Principal exemple de la poursuite de cette politique centralisatrice et modernisatrice, c'est la fusion des royaumes de Naples et de Sicile, qui constituaient jusqu'alors deux couronnes, deux royaumes indépendants, avec leur législation propre, soumises à la même couronne. Médici et la couronne, donc, étendent ainsi à la Sicile les lois et l'administration napoléonienne, de sorte que l'île a pu être considérée comme une conquête posthume de Napoléon, selon le mot heureux de l'historien napolitain Luigi Blanc, historien du XIXe siècle. La perte de l'autonomie sicilienne est cependant vivement ressentie par les élites de l'île, et l'extension à ce territoire de la législation napoléonienne, extrêmement défavorable à l'aristocratie foncière de l'île, les fameux barons et baroni, n'arrivera jamais à surmonter l'obstruction que ces derniers mettent à son application. Donc on a périodiquement, tous les 5 ou 10 ans, un édit qui rappelle qu'il faut appliquer ces lois en Sicile, ça reste systématiquement lettre morte. En outre, la fusion des deux couronnes et la fondation du royaume des deux Siciles en 1816, le roi de Naples prend un nouveau nom, de Ferdinand IV de Naples et Ferdinand III de Sicile, il devient Ferdinand Ier des deux Siciles. Donc la fondation de ce royaume se fait en plus au détriment de la constitution parlementaire que les Anglais avaient imposée en Sicile à la cour bourbonienne exilée. De sorte que non seulement ces réformes mécontentent l'aristocratie conservatrice et réactionnaire, mais mécontentent également les libéraux, de sorte qu'elles provoquent également l'émergence d'un très fort parti indépendantiste qui sera caractéristique de toute la vie politique sicilienne jusque dans les années 1860. Alors, en conservant les institutions napoléoniennes, le gouvernement napolitain cherche bien sûr à récupérer à son profit les instruments de contrôle qu'elle procurait et le renforcement de l'État central qu'elle consacrait, au détriment précisément des corps intermédiaires comme l'aristocratie. Mais il vise également à construire un consensus social autour de la couronne par l'amalgame des élites anciennes et nouvelles, de façon à garantir la stabilité du royaume. C'est la raison pour laquelle les cadres du régime de Murat sont fondamentalement maintenus en place, que ce soit dans l'armée où les officiers sont massivement réintégrés, ou que ce soit dans le fonctionnement dans les différents appareils de l'État, où les fonctionnaires du régime précédent conservent également leur poste.
Mais une telle politique suscite évidemment l'hostilité des secteurs les plus réactionnaires des élites politiques napolitaines, et en particulier de la noblesse d'Ancien Régime. Quand il revient sur son trône, le roi de Naples est obligé de faire quelques concessions à ces secteurs qui l'ont appuyé et qui ont été extrêmement fidèles à son trône pendant toute la difficile période de l'exil en Sicile. Donc, en janvier 1816, le roi nomme le très réactionnaire prince de Canosa à la tête du ministère de la police, une autre institution napoléonienne conservée intacte à la Restauration. Donc, ce prince de Canosa s'engage dans une chasse aux sorcières, une chasse aux libéraux, extrêmement violente et brutale, mais extrêmement courte parce qu'elle risque de déstabiliser le royaume, ce à quoi l'Autriche s'oppose. Vienne, dont les troupes occupent le royaume des deux Siciles jusqu'en 1817, fait en conséquence pression sur la cour qui éloigne le ministre contre-révolutionnaire qui part en exil à Modène, enfin à Lucques et puis à Modène. L'engagement de Vienne au soutien de la politique d'amalgame et au soutien du développement de ce modèle de la monarchie administrative dans le royaume des deux Siciles témoigne du souci du gouvernement impérial autrichien de favoriser la stabilité politique des régimes italiens restaurés. L'enjeu est particulièrement important pour Vienne, puisque, en obtenant le contrôle de toute la péninsule lors du congrès de Vienne de 1815, elle se doit également d'y faire régner l'ordre, pour démontrer aux autres grandes puissances que les régimes qu'elle a instaurés et qu'elle a parrainés en Italie jouissent d'un large consensus social et qu'il n'y a donc pas lieu de modifier l'ordre italien établi en 1815. C'est la raison pour laquelle, en invoquant l'hérédité réformiste des règnes de Marie-Thérèse et de Joseph II, la monarchie autrichienne se fait rapidement la promotrice de ce modèle de monarchie administrative, hérité en réalité de Napoléon. Le gouvernement impérial y voit le socle, comme le gouvernement napolitain, le socle sur lequel garantir la stabilité de l'État en promulguant, en renforçant l'efficacité et la centralité du pouvoir. Aussi, dans ces domaines italiens, la couronne autrichienne conserve également la plus grande partie de la législation napoléonienne, unité de la justice, stricte égalité devant la loi, maintien de l'administration centralisée, des préfectures, de la police, de la gendarmerie et surtout primauté de l'exécutif. En revanche, plus qu'à Naples, les nouvelles autorités du royaume de Lombardie-Vénétie sont contraintes, procèdent à une épuration du personnel de l'État, surtout pour contenter les secteurs les plus réactionnaires de l'aristocratie traditionnelle, qui espèrent qu'à la faveur du changement de régime, ils pourront récupérer un espace politique propre qu'ils avaient perdu au XVIIIe siècle sous l'effet des expériences du despotisme éclairé. Alors, pour répondre à ces aspirations, l'Autriche crée des conseils provinciaux dont le mode d'élection garantit en réalité à l'ancienne noblesse milanaise le contrôle sur ces institutions. En outre, elle procède à une épuration des cadres napoléoniens de l'administration de l'État et les remplace par des rejetons des grandes familles nobles milanaises. Mais ces réformes ces caractères réactionnaires de la politique autrichienne doivent être nuancés, d'une part parce qu'en donnant des institutions qu'elle contrôle à l'aristocratie traditionnelle, Vienne a surtout soin de les vider de tout pouvoir, de sorte qu'il y a bien des corps consultatifs qui sont dirigés par l'ancienne noblesse milanaise, mais ces corps ne sont précisément que consultatifs, n'ont absolument aucun pouvoir de décision. C'est parfait, ça leur permet de se donner de l'importance sans trop gêner le fonctionnement de l'État. Parce que c'est évidemment l'autre problème, malgré les faveurs dont ils jouissent dans les premières années de la Restauration, les aristocrates qui prennent la place des fonctionnaires napoléoniens montrent extrêmement rapidement leur totale incompétence, de sorte que dès la fin des années 1810, ils commencent de nouveau à être substitués par ceux dont ils avaient pris la place. Dès 1800, assez rapidement, dès 1824-25, les membres des élites bonapartistes sont de nouveau majoritaires dans l'administration lombarde, et une tendance similaire, quoique atténuée, est perceptible également à Venise.
Aussi, l'Autriche, comme le royaume de Naples, s'engage résolument dans une œuvre de modernisation de l'État opérée par le haut, qui conserve une large partie de l'héritage napoléonien. Non seulement elle l'adopte dans ses propres domaines, mais elle incite également les autres États italiens à l'adopter, à s'en inspirer, en espérant ainsi consolider les régimes restaurés pour en garantir la stabilité. De ce point de vue, elle obtient cependant des succès extrêmement variables d'un État à l'autre. Si la duchesse de Parme et le grand-duc de Toscane, qui sont du reste deux princes autrichiens, suivent assez docilement cette politique, de façon un peu différente dans l'autre, on pourra y revenir si vous le souhaitez. En revanche, les conseils à la modération, l'Autriche incite les autres États à ne pas adopter des politiques de revanche. Ces conseils à la modération, distribués par l'Autriche, n'ont absolument aucune prise sur le roi du Piémont-Sardaigne, farouchement anti-autrichien, ni sur le duc de Modène. En 1814, dès son retour à Turin, Victor Emmanuel Ier, comme le duc François IV de Modène, abolit d'un trait de plume toute la législation française. Les deux États constituent ainsi, avec l'Espagne, les seuls exemples européens de retour intégral à l'Ancien Régime. À Turin comme à Modène, les édits royaux de 1770 et de 1771 sont rétablis par les souverains restaurés, avec l'appui de la frange la plus réactionnaire de leur noblesse, qui accède au gouvernement. À Modène, tous les codes napoléoniens sont abrogés et substitués par la législation d'Ancien Régime. La dimension patrimoniale de l'État est réaffirmée avec force. Les interventions incessantes du duc dans les affaires politiques rendent le pouvoir totalement arbitraire. L'union du trône et de l'autel est restaurée dans toute sa splendeur et les Juifs sont renvoyés dans les ghettos, comme au XVIIIe siècle. Si les acquéreurs des biens nationaux ne sont pas inquiétés, les nobles et le clergé spoliés reçoivent d'importantes indemnités. Et là, le Modène et le Piémont-Sardaigne fera la même chose, anticipent sur le fameux milliard des émigrés qui sera l'un des scandales pour la France libérale sous le règne de Charles X. Au Piémont comme à Modène, une seule institution napoléonienne est conservée, la gendarmerie, qui permet évidemment de renforcer le contrôle de l'État sur la société. Néanmoins, ce retour intégral à l'Ancien Régime doit être nuancé, au moins pour le cas piémontais, qui a été beaucoup mieux étudié que le cas modénais, à propos duquel on dispose encore de très peu d'études. Alors, bien sûr, au Piémont, l'abolition de toute la législation française opère un retour à la situation du royaume avant son annexion à la France en 1798. Mais à cette date, les réformes des Lumières avaient déjà été assez importantes au Piémont, de sorte que la féodalité et les privilèges de la noblesse avaient déjà à peu près disparu, en tout cas du territoire piémontais, nettement moins en Savoie, par exemple. De même, la centralisation du pouvoir avait déjà été, là aussi, théoriquement établie au XVIIIe siècle, de sorte qu'il y a quand même une administration centralisée, mais qui n'est pas très efficace, comme on le verra par la suite. Par exemple, les corps constitués ne constituent plus des contre-pouvoirs au pouvoir royal au Piémont. C'est notamment le cas des Sénats, qui sont les cours de justice d'Ancien Régime, qui sont rétablis dans toute leur intégralité de l'Ancien Régime. Enfin, vraiment les mêmes institutions sont rétablies, mais et donc ces institutions ont théoriquement le droit de s'opposer un pouvoir veto au moins suspensif au pouvoir royal. Ce sont pourtant des institutions qui ont été mises au pas au XVIIIe siècle et ne posent absolument aucune résistance au pouvoir de la couronne pendant tout le XIXe, tant qu'ils existent. En outre, la restauration de la législation pré-napoléonienne n'a pas été complètement étendue au territoire de l'ancienne République de Gênes, qui reste, contrairement au Piémont, gouverné, ou plutôt administré par des structures inspirées des préfectures napoléoniennes, de même que le code de commerce napoléonien reste en vigueur dans le territoire de l'ancienne République de Gênes, dont elle favorise le commerce, ce qui est un point essentiel pour faire accepter l'annexion de cet ancien territoire à la couronne de Savoie de la part des élites commerçantes de l'ancienne République de Gênes. En revanche,
il n'en reste pas moins qu'à Modène comme au Piémont, la Restauration prend le visage d'une véritable revanche de l'ancienne société sur la nouvelle. Donc le pouvoir restauré opère une très sévère épuration de l'armée, la plupart des officiers bonapartistes sont licenciés, ceux qui conservent leur poste sont systématiquement rétrogradés, et le haut commandement des forces armées est restitué aux nobles d'Ancien Régime qui occupaient exactement le même poste qu'ils occupaient en 1798, ce qui fait qu'il y a tout d'un coup une armée qui est commandée par des vieillards, et si les vieillards sont morts entre-temps, ce sont leurs enfants qui prennent leur poste au plus haut grade de l'armée. Une même épuration frappe les employés civils et les fonctionnaires napoléoniens, et comme il y a même quelques privilèges qui sont rétablis, comme les fidéicommis et le droit de primogéniture, tandis qu'en Sardaigne, aucune modernisation n'est engagée, de sorte que les institutions d'Ancien Régime et la société par ordre s'y maintiennent jusque dans les années 1840. La Restauration prend également temporairement le visage de la réaction dans une partie de l'état du pape. Alors en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rétablissement de la souveraineté pontificale sur ces anciens états s'effectue en deux temps, et dans un premier temps, c'est le clergé le plus réactionnaire qui est à la manœuvre dans les provinces du Latium, dans le patrimoine de Saint-Pierre, dans les Marches et en Hongrie. Dans ces provinces dites de prima recupera, ces prélats contre-révolutionnaires s'appliquent à effacer absolument toute trace de la période française. Les juridictions ecclésiastiques sont toutes rétablies et récupèrent leurs compétences de police et d'administration. La subordination du pouvoir temporel au spirituel est réaffirmée. La justice d'Ancien Régime est restaurée, et cas unique en Italie, les acquéreurs de biens nationaux prélevés sur le clergé doivent les restituer, ou en tout cas en partie. En outre, la législation sur les Juifs est également rétablie, même s'il n'est pas immédiatement appliqué. Et enfin, évidemment, le principe d'égalité devant la loi est abandonné. Mais ce triomphe de la rédaction dans les États du pape n'est cependant que momentané et partiel, parce que dès qu'il revient de Vienne, le cardinal Gonsalvi y met un terme. Le cardinal Gonsalvi est tout sauf un réactionnaire, c'est un homme des Lumières, ami de Madame de Staël, cardinal laïque qui n'a pas pris les ordres supérieurs, et son modèle politique est le despotisme éclairé. Donc sous sa houlette autoritaire, une large partie de l'œuvre de réaction est abandonnée, tandis qu'elle ne s'applique pas aux provinces dites de seconda recupera, c'est-à-dire les provinces de Romagne, Bologne, Forlì, Ravenne et Ferrare. Néanmoins, la structure même du gouvernement pontifical annule la portée de ces réformes, malgré le mépris dont le recouvre le cardinal Premier ministre. Le collège de la Curie conserve un important pouvoir de décision au sein des institutions pontificales, et ce collège de la Curie est composé essentiellement, enfin majoritairement, de prélats complètement contre-révolutionnaires. Par ailleurs, l'autoritaire ministre doit faire face à une situation financière catastrophique, de sorte qu'il n'a pas les moyens des réformes modernisatrices et centralisatrices qu'il essaye d'imposer. En conséquence, les réformes de Gonsalvi tentent effectivement de rationaliser l'administration, d'ouvrir légèrement les portes des conseils, délégations à des laïcs et pas seulement à des ecclésiastiques. Tout ça est finalement assez vite, reste pour l'essentiel lettre morte, n'est pas mise en application. C'est ainsi un tableau contrasté que présentent les régimes italiens restaurés en 1814 par le Congrès de Vienne. Certains s'inscrivent dans une réelle continuité avec les régimes napoléoniens précédents, d'autres, au contraire, s'engagent résolument dans le rétablissement de l'Ancien Régime et s'appliquent à faire oublier toute trace de la période française. Ils réaffirment les valeurs politiques traditionnelles, c'est-à-dire souveraineté absolue du monarque, domination de l'Église, prééminence de la noblesse. Mais cette politique de revanche, à laquelle tous les souverains restaurés dans différentes mesures sont obligés de sacrifier un petit peu pour donner des concessions aux secteurs les plus réactionnaires qui les appuient, cette politique ne trouve finalement une mise en application que dans le duché de Modène, peut-être dans le duché de Lucques qui est assez mal étudié, mais dont la cour passe pour être la plus bigote et la plus conservatrice de toute l'Italie, dans une partie des États du pape, mais pas pour très longtemps, et enfin dans le royaume de Piémont-Sardaigne. Mais dans ce dernier cas, le rétablissement intégral de l'Ancien Régime
provoque assez rapidement un effondrement presque total de l'État. Les impôts n'entrent plus, l'administration est complètement inefficace et n'arrive plus à étendre son contrôle sur les provinces, le brigandage est endémique, et finalement, la seule institution qui permet à la monarchie de continuer quand même à contrôler un petit peu le territoire, c'est la seule institution napoléonienne conservée, c'est-à-dire la gendarmerie. Ainsi, c'est la raison pour laquelle, dès 1818, le roi du Piémont est obligé de rappeler à son gouvernement des hommes de lumière, et en particulier Prospero Balbo, qui est un des grands esprits des Lumières piémontaises et qui reprend le gouvernement sans grand succès parce que le roi est trop indécis pour oser faire un pas progressiste. Donc finalement, en 1818, malgré ses efforts, Balbo n'arrive pas à moderniser, à appliquer la moindre réforme et à revenir de cette politique. Enfin, non, par contre, il revient quand même de cette politique ultra-réactionnaire. Ainsi, quelques années après leur rétablissement, tous les États restaurés italiens, à part peut-être le duché de Modène, dont l'évolution politique n'a pas été assez étudiée pour qu'on puisse en tirer des conclusions définitives, tous les États italiens donc, se sont ralliés à une politique de modernisation par le haut et de centralisation du pouvoir de l'État entre les mains du souverain. Au détriment, évidemment, des corps intermédiaires d'Ancien Régime qui espéraient prendre leur revanche sur les Lumières et la période napoléonienne à la chute, en 1814. En conséquence, conservateurs, ces États sont très rarement contre-révolutionnaires et pourtant, même lorsqu'ils s'engagent dans d'importants trains de réforme, inspirés effectivement du rationnel de la pensée des Lumières et des exemples napoléoniens, tous ces États sont fondamentalement opposés au libéralisme qu'ils combattent sans la moindre concession. Donc, ça m'amène à troisième point de mon exposé, consacré donc à l'essor du libéralisme dans les premières années de la Restauration et à l'importance que Genève a pour cet essor. Il est déjà assez tard, je vais être extrêmement schématique et je m'en excuse, mais je vais essayer donc de tracer quelques lignes générales. Alors tous rigidement accrochés au principe du droit divin absolu du roi, les gouvernements restaurés sont cependant confrontés évidemment à l'émergence d'une opposition libérale qui remet leur existence en question. Certes, l'assise sociale du libéralisme italien dans les premières années de la Restauration présente encore un profil extrêmement traditionnel. Il se recrute essentiellement parmi les élites culturelles qui, déjà au XVIIIe siècle, formaient la République des lettres des Lumières italiennes, donc souvent issus des élites sociales, clergé, noblesse, universitaires, savants. Le plus souvent, ces hommes, quelques femmes parfois, ont adhéré au régime napoléonien avec un regard plus ou moins critique, mais avec une évaluation globalement positive, on pourrait dire. Et ces hommes, ces membres éclairés et libéraux des élites culturelles traditionnelles n'abandonnent évidemment pas leurs idéaux progressistes, constitutionnalistes et nationaux sous la Restauration. Nobles libéraux, clergés progressistes, universitaires, perpétuent ces réseaux de circulation des idées politiques. Ils forment une espèce un embryon de contre-pouvoir qui se réunit dans les académies, autour des rares journaux, dans les salons, dans les cabinets de lecture, bref, dans tous les espaces traditionnels de la sociabilité des élites du XVIII, des Lumières finissantes. Mais au-dessous de ces élites intellectuelles libérales, les idéaux de liberté et de nation ont également conquis, pendant la période révolutionnaire et napoléonienne, des couches sociales plus larges. Alors, pour être schématique, là aussi, on peut affirmer qu'ils se sont implantés essentiellement parmi ce qui deviendra les classes moyennes, et parfois parmi le petit peuple urbain, notamment parmi les artisans. Les officiers et les soldats napoléoniens constituent un cas à part. Ils développent une réelle nostalgie de la gloire militaire de l'Empire, d'autant plus forte qu'elle se nourrit de leur difficile réintégration sociale à la Restauration,
notamment en raison de leur licenciement plus ou moins humiliant en fonction des États, et qui les réduit à des conditions matérielles plus ou moins enviables, qui déterminent souvent leur entrée dans l'opposition. Enfin, et je ne vais pas rentrer dans les détails, le poids croissant des étudiants dans le mouvement libéral italien doit être souligné. Donc tous ces groupes sociaux constituent des terrains favorables à la diffusion des idées libérales et constituent un embryon d'opinion publique, ou en tout cas d'opinion. Mais ils forment également le vivier des nombreuses sociétés secrètes libérales et révolutionnaires qui, depuis les dernières années de l'Empire, sillonnent la péninsule pour y organiser la révolution. C'est donc les fameux Carbonari et les charbonniers, je pense que vous avez déjà entendu parler. Évidemment, les membres des élites sociales libérales sont également présents parmi ces sociétés secrètes et participent à l'organisation de ces différents complots, notamment parce qu'ils ont une proximité sociale et culturelle très forte avec les officiers militaires napoléoniens, qui sont souvent également des hommes de lettres, ou en tout cas des hommes très cultivés. Alors, pour contrer cette opposition libérale et entraver son développement, les gouvernements disposent de deux armes principales, la police et la censure. Alors, c'est ces deux piliers antilibéraux des régimes italiens de la Restauration qui ont contribué à les décrire comme des États ultra-répressifs et comme des véritables prisons culturelles plongées dans une atmosphère de reconquête catholique intransigeante et bigote et complètement fermée au reste de l'Europe et au mouvement des idées internationales. Alors ce constat doit évidemment être nuancé. D'une part, de nombreux intellectuels libéraux, particulièrement prestigieux parmi les libéraux et les intellectuels italiens, nombre d'entre eux proviennent des élites sociales les plus traditionnelles et leur statut les protège contre, en tout cas dans une certaine mesure, contre la répression. Quand on est un ami intime du prince héritier du Piémont, on est nettement moins inquiété que quand on est un sous-officier bonapartiste sans lien et sans contact à la cour. D'autre part, l'efficacité et la sévérité de la surveillance des libéraux dépendent de celle de la police. Or, à part en Lombardie-Vénétie, les polices, ou alors là, pour le coup, la police est extrêmement efficace, extrêmement bien organisée et extrêmement redoutable. Dans les autres États, la police est souvent faible, sans moyens et formée, pas très bien formée, de sorte qu'il n'y a certainement pas les plus grands esprits qui s'engagent dans ce corps. Avec des effectifs réduits, les polices des États restaurés se montrent rapidement dépassées par la tâche qui leur est confiée, et en particulier, elles se montrent complètement incapables de bloquer la contrebande de textes politiques importés en Italie depuis l'étranger. Aussi, dans la plupart des États, la censure, dont la sévérité de nouveau est très variable d'un État à l'autre, la censure constitue moins un moyen d'interdire ou d'empêcher la circulation des idées, notamment des idées considérées comme dangereuses, mais elle constitue plutôt un moyen de contrôler cette circulation en donnant des dérogations à des gens qui s'annoncent et qui le réclament, ce qui permet de contrôler les lecteurs beaucoup plus que les textes eux-mêmes. Alors, de nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra le faire tout à l'heure, mais enfin, il y a des politiques culturelles très différentes d'un État à l'autre. L'Autriche, qui est accusée d'établir une domination étrangère sur l'Italie, tente d'adopter la politique culturelle la plus ouverte pour se faire pardonner, pour montrer aux autres que c'est la puissance la plus libérale dans l'Italie de la Restauration. Mais même dans ces cas où les pouvoirs restaurés essayent de se faire passer pour libéraux, ou en tout cas de témoigner de leur ouverture d'esprit, même dans ces cas, leur tolérance a des limites qui sont rapidement atteintes, et notamment qui sont atteintes par le seul journal libéral et progressiste d'une grande envergure intellectuelle de la Restauration, enfin des 5 premières années de la Restauration, c'est-à-dire le journal publié à Milan par l'aristocratie libérale
lombarde est intitulé Il Conciliatore, qui doit être abandonné après moins de 2 ans parce que la censure l'empêche de publier les articles qu'il voudrait publier. En revanche, nulle part la censure n'arrive à enrayer le flot de publications de contrebande, ni les contacts intellectuels que les lettrés italiens entretiennent à l'étranger, par des correspondances, par des voyages, etc. Les relations que les libéraux italiens entretiennent avec l'étranger acquièrent ainsi une importance particulière, d'autant plus qu'elles sont nombreuses grâce à la très bonne insertion des Italiens dans les réseaux de la République des Lettres et grâce aux réseaux internationaux des sociétés secrètes qui s'étendent largement sur le continent. Alors, le bassin méditerranéen est l'une des aires d'expansion naturelle de ces réseaux intellectuels et politiques, qui s'étendent également à toute l'Europe, mais ces connexions internationales du libéralisme se concentrent autour de pôles particuliers, et après Paris et Londres, Genève est certainement la ville avec laquelle le libéralisme italien des premières années de la Restauration entretient les contacts les plus étroits. Alors pour les élites culturelles libérales, Genève, c'est évidemment la ville des Lumières, qu'ils connaissent à travers Rousseau et Voltaire, mais également par leurs contacts, qui sont nombreux avec les hommes des Lumières genevois, par exemple de Saussure, Bonnet, etc. Sous la Restauration, ces libéraux connaissent souvent la ville, donc les libéraux italiens connaissent souvent la ville pour y avoir séjourné lors de leur voyage, de tourisme ou d'affaires, et reçoivent souvent dans leur salon italien les Genevois qui font leur grand tour. Il y a plusieurs pôles qui attirent l'attention des Italiens libéraux vers Genève. Le premier, c'est un pôle scientifique, avec notamment, je ne peux pas insister là-dessus. Donc un pôle scientifique, mais également et surtout, pendant les premières années de la Restauration, le pôle intellectuel que constituent Germaine de Staël et ses amis entre Coppet et Genève. Où plusieurs, alors là par exemple, on a tous les membres presque de cette revue libérale milanaise du Conciliatore et tous les collaborateurs du Conciliatore, soit entretiennent des relations épistolaires avec les membres du groupe de Coppet, soit viennent leur rendre visite et séjournent dans le château de Germaine, où ils côtoient en particulier Sismondi, qui est évidemment, pour les Italiens de la Restauration, un des intellectuels les plus influents et les plus admirés de l'époque. Parce que, en particulier, Sismondi est l'auteur des républiques italiennes, de l'histoire des républiques italiennes, qui donne une référence culturelle au mouvement du Risorgimento en leur donnant un modèle de républicain vertueux sur lequel se fonder pour revendiquer les idées politiques, pour appuyer leurs revendications politiques dans la Restauration. Évidemment, Sismondi, qui séjourne grande partie de l'année dans la petite ville toscane de Pescia, est particulièrement bien intégré parmi les élites toscanes, et donc Cosimo Ridolfi, Gino Capponi, tous ces intellectuels nobles libéraux qui deviendront les piliers du libéralisme modéré en Italie à partir des années 40 et ensuite dans l'État élitaire, sont des amis de Sismondi, qui inaugure ainsi une tradition de relations libérales entre Genève et la Toscane qui sera poursuivie dans les années 20 par, évidemment, Jean-Pierre Vieusseux, qui constitue le plus important cabinet de lecture extrêmement bien fourni en ouvrages libéraux à Florence et qui lance la seule revue d'envergure intellectuelle importante italienne des années 1820, c'est-à-dire l'Antologia, rédigée avec Gino Capponi et avec les libéraux toscans de l'aristocratie et de la Restauration. Enfin, autre pôle d'intérêt de Genève pour les libéraux italiens, c'est évidemment Étienne Dumont et la diffusion de l'œuvre de Bentham qui le perd en traduisant toutes les
toutes les œuvres du publiciste anglais, qui sont extrêmement lues et extrêmement admirées en Italie, et qui, notamment à travers les annales de législation, enfin la bibliothèque universelle, pardon, des frères Pittet, puis ensuite à travers les annales de la législation, auxquelles participe le libéral italien Pellegrino Rossi, exilé à Genève depuis 1815. Et donc là, l'importance de Genève, enfin l'importance de l'attrait intellectuel pour Genève est grande parce que c'est largement par Genève que que les Italiens apprennent à connaître la culture politique britannique qui, après les expériences françaises, révolutionnaires et napoléoniennes, domine largement les débats d'idées au début du XIXe siècle. La présence de Rossi parmi les rédacteurs des annales de législation doit évidemment attirer notre attention sur l'autre aspect qui, à part la ville des Lumières, la ville de l'intelligence que constitue Genève, l'autre aspect qui attire les Italiens, c'est évidemment sa position géographique. Genève, dès les premières années de la Restauration, est l'une des capitales de l'exil libéral italien. Alors, au début, en 1815, les exilés italiens établis à Genève sont peu nombreux, se réduisent à quelques unités, mais quelques unités importantes, puisque, outre Pellegrino Rossi, il y a deux anciens jacobins, le sicilien Gambino, et surtout le toscan Filippo Buonarroti. Alors la présence de Buonarroti à Genève suffit à faire de la ville l'un des centres les plus importants et les plus actifs des conspirations révolutionnaires italiennes. C'est en effet de Genève que cet invétéré robespierriste diffuse ses sociétés secrètes dans le nord de la péninsule, en particulier en Lombardie et au Piémont, grâce aux voyages incessants que les conspirateurs effectuent entre Genève et le nord de l'Italie. Le jeune canton est ainsi l'un des principaux pôles de référence pour tous les secteurs sociaux de l'opposition libérale piémontaise et lombarde qui collaborent à la préparation de la révolution qui éclate au Piémont en 1821. Au début des années 1820, en effet, des insurrections inscrites dans un mouvement révolutionnaire international qui commence en Espagne éclatent dans la péninsule. Suivant l'exemple des libéraux espagnols qui imposent la constitution de Cadix au roi, les révolutionnaires italiens passent à l'action à Naples en juillet 1820, puis au Piémont en mars de 1821, tandis que l'activité clandestine des sociétés secrètes bat son plein dans tous les autres États italiens, sans du reste qu'il n'y ait ni réelle coordination, ni réel but national. On n'est pas encore dans une culture politique qui met en avant, qui réclame réellement l'unification italienne. Inspirés par les révolutionnaires espagnols, les libéraux italiens adoptent, à Naples comme au Piémont, la constitution de Cadix et l'imposent à leur souverain, ce qui entraîne l'abdication du roi du Piémont qui refuse de s'y soumettre. Mais ces deux courtes expériences révolutionnaires sont rapidement réprimées. L'Autriche intervient très rapidement. Dès le mois de mars 1821, les troupes impériales autrichiennes renversent le régime constitutionnel napolitain avant d'occuper le Piémont le mois suivant, provoquant le départ en exil de quelques milliers de libéraux italiens, probablement 1500 à 2000. 5 ans après le congrès de Vienne et le rétablissement des monarchies absolues dans la péninsule, les deux principales d'entre elles sont ainsi renversées par un mouvement révolutionnaire libéral, tandis que toutes les autres sont menacées par des conspirations. Donc, les révolutions et les conspirations de 1820-21 illustrent les failles de cette restauration italienne. Elles témoignent d'abord de la consistance de l'opposition libérale au régime de la Restauration, et elles témoignent également de l'émergence d'une embryonnaire opinion libérale dans la péninsule. Publique, pas vraiment, mais enfin, d'une opinion. À Naples, le régime constitutionnel, bien qu'il doive faire face à une guerre civile et à un mouvement sécessionniste en Sicile, gouverne sans la moindre opposition pendant 8 mois. Les Carbonaris y comptent par dizaines de milliers et la parole politique est libérée de sorte que la presse politique fleurit. Au Piémont, bien que le gouvernement restauré tente de présenter la Révolution comme l'œuvre de quelques militaires napoléoniens nostalgiques de l'Empire, c'est en réalité un large appui social, notamment civil, dont jouit le mouvement insurrectionnel.
et notamment parmi les étudiants et toutes les professions libérales. Il y a certaines provinces piémontaises où la répression doit s'arrêter en 1821 parce qu'on a quand même besoin de médecins et de pharmaciens, et si on mène la répression jusqu'au bout, certaines provinces sont simplement, tous les médecins, tous les pharmaciens sont compromis, il faudrait tous les traduire en justice, ce qui n'est pas possible. La diffusion du soutien social à l'opposition libérale consacre l'échec des politiques poursuivies par les monarchies depuis 1815. La Révolution a en effet éclaté à la fois dans l'État qui a le plus conservé l'héritage napoléonien et dans celui qui l'a le plus rejeté et qui a tenté avec le plus, de façon la plus conséquente, de rétablir l'ancien régime. Les deux solutions semblent ainsi inadéquates à la création d'un consensus social autour des monarchies restaurées, dont la faiblesse apparaît en outre clairement par le peu de résistance qu'elles arrivent à opposer aux révolutionnaires. Et ça pose évidemment un problème pour ces États italiens parce que le constat de leur fragilité les conduit à vouloir renforcer leurs institutions, et pour renforcer leurs institutions, elles sont, sans remettre en cause le principe du pouvoir monarchique absolu, eh bien, elles sont obligées de recourir au modèle de la monarchie administrative d'inspiration napoléonienne, ce qui hérisse un peu leur poil, mais ce qui finit quand même par les convaincre. Aussi, la monarchie administrative reste malgré tout et par défaut le modèle qui sera poursuivi par les politiques des États italiens dans les années 20, malgré un indéniable et très sévère tournant réactionnaire que l'échec de la Révolution compose. C'est bien en s'inspirant de ce modèle que les monarques italiens espèrent, comme le remarque le spécialiste de la Toscane préunitaire Antonio Chiaristelli, moderniser leur État sans public ni constitution. Or, c'est une utopie, parce que les États italiens sont incapables d'empêcher l'émergence d'un débat politique, on l'a vu déjà avec les libéraux, mais où, à partir des années 1820, les contre-révolutionnaires commencent également à s'impliquer. En effet, la propagande politique continue d'irriguer la péninsule depuis l'étranger, même aux pires heures de la réaction libérale des années 1820, de sorte que l'opinion libérale italienne croît régulièrement et son développement entraîne rapidement un renouvellement de son répertoire d'action et évidemment l'évolution de ses idées. Aussi, si les révolutions de 1820 s'inscrivent certes dans la continuité du mouvement libéral et national qui a commencé de se développer pendant la période française, elles constituent également le premier témoignage de l'inadéquation des solutions politiques de 1815 et elles annoncent les soulèvements successifs du Risorgimento. Ainsi, dès 1815, le problème italien constitue une épine dans l'œuvre du Congrès de Vienne et l'œuvre dont les révolutions de 1820 illustrent par ailleurs la fragilité. En contraignant l'Autriche à intervenir par les armes dans les États péninsulaires, elles obligent, ces révolutions donc, obligent les grandes puissances à préciser les règles du jeu international. Si l'intervention autrichienne contre Naples et le Piémont est en effet décidée d'une façon collective lors du congrès de Laibach en décembre 1820 et janvier 1821, l'Angleterre commence de refuser à faire de l'entente diplomatique des 5 grandes puissances un simple instrument idéologique au service de la conservation qui serait appliqué en réprimant systématiquement tous les mouvements libéraux. Dès le congrès de Vérone tenu en 1822, pour décider de l'intervention française contre la Révolution espagnole, l'Angleterre se met à poser des conditions pour accepter cette intervention. Il faut qu'elle ne touche pas au régime constitutionnel qui s'est également établi au Portugal, et à partir de cette date, les grandes puissances se reconnaissent mutuellement des zones d'influence propres où les autres n'ont pas à mettre leur nez. Londres abandonne l'Espagne à la France et l'Italie à l'Autriche, mais elle se réserve un droit particulier non seulement sur le Portugal, mais également sur toutes les colonies ibéro-américaines. Alors, cette précision dans les règles du jeu international renforce évidemment la position de l'Autriche en Italie, où, en raison de la faiblesse des États italiens et de l'inefficacité de leur police, elle est conduite à intervenir de plus en plus souvent. C'est la raison pour laquelle l'Italie, beaucoup plus que les souverains restaurés en 1814, a été érigée par les acteurs du Risorgimento comme l'ennemi principal de la nation et de la liberté italienne. Alors même
que jusque dans les années 40, les autorités autrichiennes de Lombardie et de Vénétie sont certainement les plus tolérantes de la péninsule, à part peut-être celles de Parme et celles de Toscane. Grâce à l'efficacité de sa police, de son armée et dans une certaine mesure de son administration, l'Autriche réussira cependant à maintenir le statu quo italien jusqu'en 1848, malgré les révolutions de 1831 et malgré une activité conspiratrice et de propagande libérale absolument incessante. Mais elle n'arrive pas à empêcher le développement du libéralisme péninsulaire, qui entretient toujours des relations avec l'étranger et des relations qui sont même accrues par l'important exil provoqué par la chute des révolutions de 1820. C'est en particulier le cas avec Genève, qui constitue la première destination des libéraux lombards et piémontais exilés en 1821. Ils sont assez bien accueillis par le gouvernement genevois, dirigé par le syndic Rigaud, disposent d'amitié et de liens au sein des élites genevoises de la Restauration, de sorte que leur exil à Genève et les amis qu'ils y entretiennent les conduisent à faire de la ville l'une des principales références politiques du vocabulaire italien du XIXe siècle. Les libéraux, qui trouveront donc refuge sans arrêt, Genève restera la capitale de l'exil jusqu'en tout cas 1834 et le départ de Mazzini. Les libéraux la célèbrent comme la petite république à la population vertueuse et au sage gouvernement, et ils la comparent par admiration républicaine à une Athènes helvétique, comme l'écrit le Vénitien Tullio Dandolo dans un ouvrage consacré à la Suisse et dans le tome consacré à Genève, paru en 1829. Mais les contre-révolutionnaires italiens, qui ont également d'étroits contacts avec les catholiques intransigeants genevois, comme le curé Voirin, c'est-à-dire le curé de Genève à la Restauration, le premier curé de Genève à la Restauration, les contre-révolutionnaires italiens, donc, voient au contraire Genève comme, je cite, l'ennemi déclaré de toute religion, comme le siège perpétuel de doctrines séditieuses et d'établissements d'instruction corrompus, comme le champ d'asile de tous les carbonari accourus d'Italie, ou comme une école permanente des doctrines libérales et des principes d'anarchie, ainsi que la firme Un libelle en français interceptée par la police piémontaise dans les provinces du Piémont. Je vous remercie.